Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les symétries de l'univers. Les lois qui régissent notre univers peuvent paraître complexes et nombreuses. Conservation de l'énergie, principe d'action-réaction, relativité générale, modèle standard des particules. Pourtant, toute cette complexité émerge d'un concept plus profond, plus pur, dont toutes ces lois ne sont que conséquences, les symétries. En mathématiques, une symétrie est une transformation qui laisse un objet inchangé. Une sphère, par exemple, présente une symétrie de rotation. On peut tourner autour, changer d'orientation, elle reste identique. Une corde infinie est symétrique par translation. On peut se décaler le long de la corde, elle reste identique. Il se trouve que l'univers, lui aussi, peut présenter des symétries. Une symétrie de l'univers est une transformation qui n'affecte pas les lois de la physique. Pour comprendre, imaginons un univers vide dans lequel on réalise une expérience toute simple, on lance une balle. Une fois lâchée, elle continue d'avancer tout droit à vitesse constante. Maintenant, imaginons qu'on se décale dans l'univers et qu'on réalise la même expérience à un autre endroit. Ici aussi, on observe que la balle continue en ligne droite à vitesse constante. Elle se comporte de la même façon, les lois de la physique auxquelles elle obéit n'ont pas changé d'un endroit à l'autre. Cet univers obéit donc à une symétrie de translation. On peut se décaler dans l'univers, réaliser l'expérience à un autre endroit, le résultat est le même. Cet univers vide obéit également à une symétrie par rotation. On aurait pu se tourner, changer d'orientation, le résultat aurait été le même. Enfin, cet univers est également symétrique dans le temps. On aurait pu attendre et lancer la balle un peu plus tard, les lois de la physique ne changent pas d'un instant à l'autre. Le fait que l'univers obéisse à des symétries, que les lois de la physique restent les mêmes après certaines transformations, impose des restrictions sur le comportement des objets. Pour comprendre, reprenons notre univers vide et lançons la balle. Une fois lancée, la balle acquiert un mouvement vers l'avant, et à l'instant suivant, elle se situe légèrement plus loin, elle a changé de position. Mais si on suppose que l'univers est symétrique par translation, c'est-à-dire que les lois de la physique restent les mêmes lorsqu'on change de position, alors la situation est équivalente à l'instant précédent. La balle s'est décalée, mais les lois de la physique restent les mêmes à cet endroit, et à chaque instant, elle va donc évoluer de la même façon. Si les lois de la physique sont invariantes par translation, la symétrie force la balle à conserver son mouvement, ce qui explique qu'elle trace une ligne droite à vitesse constante. De façon analogue, si un objet tourne sur lui-même, et en supposant cette fois-ci que les lois de la physique sont symétriques par rotation, à l'instant suivant, la situation est équivalente, et la symétrie va donc forcer l'objet à conserver sa rotation. Ainsi, chaque symétrie de l'univers, pour être respectée, impose la conservation d'une grandeur. La conservation de la quantité de mouvement pour les translations, du moment cinétique pour les rotations et de l'énergie pour la symétrie temporelle. On appelle ce principe le théorème de Noether. Chaque symétrie de l'univers impose la conservation d'une grandeur au cours du temps. Le théorème de Noether s'applique également au contenu de l'univers, et en particulier au champ quantique qui constitue la matière elle-même. Un champ quantique peut lui aussi présenter des symétries. Le champ des électrons, par exemple, est constitué de nombres complexes. Et les lois de la physique qui décrivent les électrons ne changent pas lorsqu'on déphase tous ces nombres complexes en même temps. Pour comprendre, imaginons qu'on mesure l'altitude d'un avion sur Terre. Pour exprimer l'altitude de l'avion, on doit fixer un niveau de référence, par exemple le niveau de la mer. En fixant cette référence, on peut décrire l'altitude par un nombre. Mais ce choix de référence est arbitraire. On aurait pu choisir un autre niveau
On aurait mesuré des valeurs différentes, mais la situation physique n'a pas changé pour autant. Une même situation peut être décrite différemment en fonction du niveau de référence que l'on choisit. De la même façon, pour le champ des électrons, on peut changer de niveau de référence, ce qui revient à faire tourner la phase des nombres complexes, sans que cela n'affecte la situation physique qui est décrite. Ce changement de référence constitue une symétrie, et d'après le théorème de Noether, cette symétrie impose elle aussi la conservation d'une grandeur, c'est la charge électrique. Les lois de conservation, comme la conservation de l'énergie ou de la charge électrique, ne sont donc pas fondamentales. En général, ces grandeurs n'ont pas de raison particulière d'être conservées. C'est uniquement lorsque l'univers présente une symétrie sous-jacente que, pour être respectée, cette symétrie impose la conservation d'une grandeur. Le principe d'action-réaction, par exemple, qui traduit la conservation de la quantité de mouvement lorsque deux objets se séparent, n'est qu'une conséquence de la symétrie par translation. Si l'un des objets part dans un sens, l'autre doit partir dans l'autre sens. Grâce à cette symétrie, les fusées peuvent décoller vers le haut en éjectant de la matière vers le bas. Un problème se pose alors. Contrairement à l'exemple simplifié d'un univers vide, notre univers réel ne semble pas complètement symétrique. À l'échelle des milliards d'années, par exemple, l'univers s'expand, et il n'est donc pas parfaitement symétrique au cours du temps. En conséquence, à grande échelle, l'énergie dans l'univers n'est pas conservée. La lumière, par exemple, perd peu à peu de l'énergie, sa longueur d'onde est étirée à mesure que l'univers s'expand. L'univers n'est pas non plus parfaitement symétrique par translation. Il contient des étoiles et des planètes, si bien qu'à cette échelle, il n'est pas le même partout. Ainsi, si on lâche un objet, en général, sa quantité de mouvement n'est pas conservée. Sur Terre, par exemple, une pomme tombe vers le bas, elle accélère, son mouvement change au cours du temps, car la situation n'est pas symétrique. A priori, notre univers semble ne pas respecter de symétrie. Pire encore, les lois de la physique semblent différentes en fonction du référentiel depuis lequel on observe. Lorsqu'on lâche une balle à l'intérieur d'une centrifugeuse, si on observe depuis l'extérieur, la balle semble conserver son mouvement, mais si on observe depuis l'intérieur, le mouvement de la balle n'est pas conservé, elle accélère vers la surface. Comment expliquer que la balle se comporte différemment ? A priori, les lois de la physique sont absolues. Si l'on veut une bonne description de notre univers, on souhaiterait que tous les objets, quel que soit notre point de vue, obéissent toujours aux mêmes lois. Lorsqu'on change de point de vue, les lois de l'univers ne devraient pas changer, elles restent les mêmes pour tout le monde. Pourtant, le comportement de la balle n'est pas le même. Pour régler ce problème, pour rétablir le caractère absolu des lois de la physique, que la balle soit décrite par les mêmes lois selon les deux points de vue, il va être nécessaire d'ajouter un nouvel élément à notre description. Pour comprendre, reprenons l'analogie précédente, on mesure l'altitude d'un avion. L'avion avance tout droit, et si l'on prend comme référence le niveau de la mer, on mesure une altitude constante, il trace une ligne droite. Cela dit, imaginons maintenant que l'on prenne comme référence la surface de la Terre. Cette fois-ci, à cause des montagnes, on mesure une altitude qui varie au cours du temps, comme si l'avion se déplaçait en zigzag. En prenant comme référence la surface de la Terre, le comportement de l'avion semble désormais différent. Pourtant, la situation n'a pas changé. L'avion avance tout droit. Comment expliquer qu'en avançant tout droit, son altitude varie au cours du temps ? Pour résoudre ce paradoxe, il est nécessaire d'introduire un genre de champ de force qui pousserait l'avion vers le haut ou vers le bas en fonction du niveau de référence que l'on a choisi, expliquant ainsi son comportement. Lorsqu'on passe d'un niveau de référence à un autre, du niveau de la mer au niveau de la surface terrestre, il est nécessaire d'ajouter ce champ de force pour bien tenir compte du comportement de l'avion.
Si l'on revient à l'exemple de la balle dans la centrifugeuse, la situation est exactement la même. En passant d'un point de vue à l'autre, de l'extérieur à l'intérieur, la balle semble obéir à des lois différentes et il est nécessaire d'ajouter une sorte de champ de force à notre description. C'est ce qu'on appelle les forces d'inertie, et en particulier la force centrifuge et la force de Coriolis. En ajoutant ces forces d'inertie, on rétablit le caractère absolu des lois de la physique. Le comportement de la balle se comprend désormais très bien dans n'importe quel référentiel, si tant est qu'on ajoute ce champ de force qui va dépendre du point de vue. Introduire ce genre de champ de force sous-jacent est également ce qui donne naissance au concept de courbure de l'espace-temps et à la théorie de la relativité générale. La relativité générale est une théorie très puissante précisément car elle rétablit le caractère absolu des lois de la physique. En ajoutant une nouvelle structure sous-jacente à l'univers, la courbure de l'espace-temps, la relativité générale permet de décrire l'univers selon n'importe quel point de vue, avec les mêmes lois, les mêmes équations. De façon assez stupéfiante, ce raisonnement, ajouter un champ pour rétablir l'invariance des lois de la physique, est également la base de toutes les interactions fondamentales en physique des particules. On a vu que le champ quantique des électrons possède une symétrie. Les lois qui le décrivent sont invariantes lorsqu'on déphase tous les nombres complexes de façon globale. Mais si l'on déphase différemment les différentes parties du champ de façon locale, ce qui revient à choisir un niveau de référence en zigzag comme la surface de la Terre, les lois qui décrivent les électrons semblent avoir changé. En d'autres termes, ce changement de référence n'est pas une symétrie. Si l'on veut rétablir le caractère absolu des lois de la physique, rétablir la symétrie, quel que soit le niveau de référence que l'on choisit, on doit nécessairement changer notre description. Il faut introduire une autre structure sous-jacente, une sorte de champ de force avec lequel interagit le champ des électrons pour expliquer son changement de comportement. Cette autre structure est ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Il contient des particules qui interagissent avec les électrons, les photons. En quelque sorte, si deux objets se repoussent par leur charge électrique, si l'on ne traverse pas une chaise lorsqu'on s'assoit, et si la lumière existe dans l'univers, c'est grâce à cette symétrie locale, le fait de pouvoir changer de niveau de référence pour les nombres complexes, qui requiert l'existence d'un nouveau champ et de nouvelles particules, les photons, avec lesquels interagissent les électrons. Pour conclure, l'étude des symétries de l'univers nous permet de comprendre de façon profonde l'origine des lois qui le régissent. C'est parce que l'univers possède des symétries que les objets qu'il contient, pour respecter ces symétries, obéissent à des lois. Conservation de l'énergie ou principe d'action-réaction, les objets n'obéissent à ces lois que pour respecter des symétries sous-jacentes propres à l'univers. En considérant que les lois de la physique doivent être absolues, que changer de point de vue ou de niveau de référence doit constituer une symétrie qui n'affecte pas la réalité physique, on parle de symétrie de jauge, on déduit la présence de nouvelles structures dans l'univers, comme la courbure de l'espace-temps ou le champ électromagnétique. Expérimentalement, les symétries permettent également de dévoiler les mystères cachés de la matière. En mesurant certaines propriétés des particules et en étudiant les diagrammes géométriques que l'on obtient, les symétries ont permis notamment de comprendre que les protons, neutrons et autres baryons sont formés de 3 objets plus petits qui obéissent à une symétrie fondamentale basée sur le nombre 3, les quarks. Il existe également des symétries discrètes. Par exemple, inverser la charge, la direction dans l'espace et la direction dans le temps de toutes les particules constitue une symétrie. Une antiparticule peut être interprétée de cette façon comme une particule ordinaire qui remonte le temps. Enfin, certaines théories modernes, encore spéculatives, postulent que l'univers pourrait posséder une symétrie encore plus profonde, une symétrie entre les particules de matière et les particules d'interaction, comme si toutes deux obéissaient aux mêmes lois,
c'est la supersymétrie.